Merci beaucoup de l'invitation et de traiter de ce sujet passionnant. Donc, on a un certain nombre de contrats d'équipement ou de contrats de recherche avec des industriels, dont Philips qui nous a aidés pour des polices somnographes portables. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse et creuser le sujet qui n'est pas très simple, et j'essaierai de dire rapidement pourquoi. On avait écrit une revue dans Intensive Care sur les effets de la ventilation mécanique, donc publiée en 2016, avec Xavier qui avait participé, puisque on a longtemps collaboré. Donc vous avez vu ça, vous avez vu le haut et le bas, l'hypnogramme normal et l'hypnogramme du malade de réanimation, qui est caractérisé par beaucoup de zones entre le réveil et le sommeil superficiel. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a l'impression, quand on regarde la quantité de sommeil global, que les malades dorment beaucoup en réanimation. En fait, ils passent beaucoup de temps à des sommeils très superficiels. Alors, avec Xavier, on a beaucoup travaillé, et ça, c'est juste pour citer les nombreux possibles facteurs impliqués dans les troubles du sommeil en réanimation, et juste pour dire que la ventilation mécanique que je vais aborder, c'est un d'entre eux, et c'est une des complexités de raisonner sur les effets de la ventilation mécanique et le sommeil en réanimation. Vous verrez qu'on arrive quand même à avoir quelques résultats. Ces résultats sont quand même très limités par l'hétérogénéité des patients, par le nombre de patients dans les études. Vous verrez, j'essaye de mettre le N à chaque fois et on dépasse rarement la vingtaine de malades. Et le plus souvent, on est autour des 10-15 malades. Et puis par un troisième facteur qui n'est en rien une critique de nos amis somnologues, c'est le côté totalement archaïque de l'analyse du sommeil, qui, je pense, n'a pas évolué depuis des années. Et si on n'avait pas des gens passionnés, comme les deux orateurs précédents, pour passer des heures à regarder ces tracés, on n'aurait presque rien. Et je pense qu'il faut qu'on avance technologiquement dans l'analyse du sommeil, en particulier pour les malades de réanimation où les enregistrements sont si complexes. Alors, j'ai essayé de donner 4 éléments sur lesquels on a des éléments de réponse sur le fait qu'on peut faire mieux et on peut essayer d'améliorer le sommeil. Le premier, c'est les asynchronies patient-ventilateur, sur lequel je ne vais pas faire d'explication, mais c'est des circonstances où il y a un asynchronisme de temps entre ce que fait le patient et ce que délivre le ventilateur. Une des asynchronies importantes, c'est ce qu'on appelle les efforts inefficaces, c'est-à-dire que le malade fait un effort inspiratoire et ne déclenche pas le ventilateur. Dans le domaine de la ventilation chronique, et on a pas mal de données qui viennent de la ventilation plus chronique à domicile, et on pense que ça peut s'appliquer aussi un peu en réanimation. On voit que vous voyez ici une étude où on voit la répartition des index d'efforts inefficaces qui sont très variés, et il y a une relation entre ces efforts inefficaces et des anomalies du sommeil. Ici, c'est le temps passé avec une saturation inférieure à 90%. Donc, plus il y a d'efforts inefficaces, plus il y a de désaturation associées à des micro-éveils, etc. Donc, l'idée que, puisqu'il y a cette association, moins d'efforts inefficaces, peut-être on peut améliorer le sommeil. Et il y a effectivement des groupes, encore une fois, dans le domaine du malade ventilé à domicile, et ça, c'est des malades neuromusculaires, qui, en améliorant les réglages ventilatoires, puisque vous savez que ces efforts inefficaces sont souvent liés à une assistance excessive, des temps inspiratoires qui sont trop longs par rapport au temps inspiratoire neural du patient. Donc ici, c'est juste pour montrer les réglages PSV et pression expiratoire positive qui sont adaptés individuellement à chaque patient. Ils montraient dans cette étude qu'ils diminuaient les efforts inefficaces, qu'ils amélioraient la qualité de sommeil avec une bonne corrélation entre augmentation du sommeil REM paradoxal et la diminution des efforts inefficaces. Bon, c'est des associations, mais c'est tout à fait intéressant. Dans la réanimation, il y a 2 modes ventilatoires qui sont vraiment les plus adaptés pour diminuer les asynchronies. C'est les modes dits proportionnels, où le ventilateur délivre une pression qui est proportionnelle à l'effort du patient. L'un d'eux s'appelle la ventilation assistée proportionnelle, on dit la PAV,
Et c'est une étude assez fameuse du groupe de Marco Ranieri avec Karen Bosma qui travaille à London, Ontario maintenant, où ils avaient étudié une comparaison entre l'aide inspiratoire et la PAV. Et vous avez ici cette diapo qui est souvent reproduite, peut-être que Alex la montrera tout à l'heure, de l'exposition à la lumière et de l'exposition au bruit. Juste pour indiquer que quand vous regardez les effets de la ventilation, il faut évidemment essayer de contrôler un peu tout le reste. Et pour le bruit, c'est facile parce que le bruit jour et nuit, ça ne change pas, c'est à peu près le même le jour et la nuit. Et c'est d'ailleurs beaucoup les voix des soignants. Et donc ce que montrait cette étude, c'est, vous voyez, n égale 13, on n'est pas dans des nombres très importants, c'est qu'il y avait une tendance sur les différents paramètres individuels à être améliorés en faveur de la PAV, il y avait moins de micro-éveil ou d'éveil, il y avait plus de sommeil REM et que globalement l'étude favorisait la conclusion que ce mode ventilatoire favorise un meilleur sommeil des patients. Cependant, une autre étude avec un nombre supérieur de patients, 14 au lieu de 13, vous voyez c'est toujours petit, n'a pas retrouvé d'effet et c'est un groupe qui pourtant est très familier de cette ventilation, de la ventilation assistée proportionnelle, le groupe de Georgopoulos. Vous voyez, ça s'est exprimé pour chaque malade individuel, les pourcentages des différents stades de sommeil avec le sommeil profond et le sommeil REM. Vous voyez qu'entre, ici c'est la PAV, ici c'est l'aide inspiratoire, il n'y a pas de différence qui sont ressorties. Ce qui était évidemment très décevant et une des explications possibles, mais elle est un peu hypothétique, c'est que tous les malades là avaient une BPCO plus ou moins sévère. Et dans la BPCO, vous savez que le travail respiratoire dépend en particulier de la PEP intrinsèque. Et la PAV, c'est un système qui ne se déclenche qu'une fois que le malade a déclenché le ventilateur et donc qui ne répond pas beaucoup à l'assistance de la PEP intrinsèque. Il est possible que ces malades aient eu une assistance qui soit insuffisante pour bénéficier de la PAV. J'y reviendrai, la quantité de travail respiratoire est un élément probablement important. Sur la NAVA, donc le mode qui synchronise la pression à l'électromyogramme diaphragmatique, il y a une étude tout à fait parlante, je dirais, de Stéphane Delille à Montréal, qui, avec donc des polysomnographies de malades en réanimation, en comparant Pressure Support et NAVA, montre une assez nette amélioration du sommeil, avec moins de sommeil dans les premiers stades, plus de sommeil profond et significativement plus de sommeil REM. Vous voyez, je ne l'ai pas mentionné, mais très souvent, on trouve des valeurs moyennes exprimées en temps qui ne dépassent pas les 5% pour les malades de réanimation de sommeil REM et très souvent 0%. Et là, on se rapproche des 15%, voire 20% chez certains malades, ce qui est vraiment très satisfaisant. Donc, globalement, l'impression que des modes qui diminuent les asynchronies améliorent la qualité du sommeil sur des petits effectifs et avec des travaux qui ne sont pas tous complètement cohérents. Deuxième élément qui est important et qui a été très peu étudié, c'est est-ce qu'il faut assister suffisamment les malades et est-ce que des malades qui travaillent trop vont dormir mal? Et en gros, j'ai pas de réponse vraiment. Je rappellerai que il y a des réglages du ventilateur qui influent beaucoup sur le travail respiratoire. Un réglage tout bête, c'est ce qu'on appelle le débit de pointe en ventilation en général d'ailleurs et en ventilation assistée contrôlée en particulier. Vous savez que c'est pour ça que les modes en pression ont plutôt tendance à être un peu plus favorables sur le plan du travail respiratoire. C'est parce que finalement, pour une même pression moyenne et un même débit moyen, le débit de pointe sera plus élevé. Et très souvent, on voit des réglages comme ceux-là, où vous avez un VT qui a l'air normal, une fréquence qui a l'air normale, un I sur E qui a l'air normal. Et quand vous calculez le fait que ça fait des temps inspiratoires à 1 seconde et des VT qui sont de 500 millilitres par seconde, je m'excuse des calculs, vous arrivez à des débits qui sont très très insuffisants pour assister correctement les malades. Et comme c'est rarement donné dans les études, il est possible que beaucoup de malades dorment mal parce qu'ils ne sont pas suffisamment assistés. Alors, est-ce qu'on a des éléments pour dire ça? 2 études. Une étude qu'on avait faite sur des malades trachéotomisés
de réanimation qui sont un peu à la période charnière où ils commencent à tolérer plusieurs heures de ventilation spontanée. Et la question, c'est est-ce qu'il faut les rebrancher la nuit ou est-ce qu'on peut les laisser en ventilation spontanée? 16 malades en polysomnographie où on avait fait des nuits avec et sans ventilation. Et la réponse semblait être qu'ils étaient plutôt mieux quand ils étaient rebranchés, ils avaient plutôt des durées de sommeil plus longues et une tendance à une amélioration de la qualité du sommeil. Et une étude de Claire André-Jacques qui nous modère aujourd'hui, qui était un petit peu dans le même esprit de malades, alors c'est pas mal de patients, là vous voyez il y a 24 malades, et ils avaient comparé une reventilation nocturne en pression contrôlée versus un faible niveau d'aide je me souviens plus de 5 ou 6 cm d'eau, et qui montre des éléments en faveur du mode ventilatoire qui donne le plus d'assistance, donc de reventiler les patients la nuit. Donc vous voyez, sur des éléments un peu pas très nombreux, on conclurait que les patients, par exemple de type trachéotomisé, qui sont un peu limites, s'ils bénéficient en termes de sommeil d'être reventilés la nuit et de ne pas avoir un travail respiratoire excessif, je pense que c'est important. Troisième élément qui est fondamental parce que c'est une problématique qui est très fréquente, c'est à l'inverse de ce que je viens de dire du malade qui est sous-assisté, c'est le malade qui est surassisté en aide inspiratoire et qui va développer des apnées. Alors, je dirais nocturne pour faire vite, mais en tout cas pendant le sommeil. Et ce travail de Sai Parthasarathi, Martin Tobin, avait été vraiment très important pour montrer ça. Vous voyez ici un enregistrement polysomnographique typique avec le EEG, les mouvements oculaires, les activités musculaires du menton, des jambes, les mouvements du thorax et de l'abdomen et le volume courant, la SpO2, le CG. Et vous voyez sur le tracé ici du volume courant, ces interruptions répétées de la ventilation qui sont des apnées. Et c'est les phénomènes que l'on constate très souvent du malade qui est en aide inspiratoire et où l'alarme de ventilation minute basse sonne parce qu'il fait une apnée de 15 secondes, de 20 secondes. Alors souvent d'ailleurs ça passe inaperçu aujourd'hui parce que le malade bascule en ventilation d'apnée justement, et très souvent le matin on pense qu'il a passé la nuit en aide inspiratoire et en fait il a été en ventilation contrôlée. Alors est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que c'est absolument mal de laisser le malade faire ses apnées, et que dans cette étude c'était très clairement associé à chaque fois des épisodes de micro-éveil. Ça veut dire que c'est des malades qui étaient comme ces malades qui ont des apnées du sommeil très sévères, qui n'arrivent jamais à s'endormir et qui sont tout le temps réveillés. Alors vous voyez le malade qui a tout le temps envie de dormir, mais vous le mettez dans une situation de privation de sommeil très forte. Et il montrait qu'en fait c'était lié à l'hyperventilation, puisque en rajoutant un espace mort, vous voyez, on est dans des chiffres d'éveil plus micro-éveil par heure qui sont très élevés, hein, ça correspond à des syndromes d'apnée du sommeil obstructif très sévères. En rajoutant un espace mort et en laissant le malade en aide inspiratoire, il faisait diminuer ces micro-éveils et ils amélioraient l'efficacité du sommeil. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des espaces morts à vos patients pendant la nuit, mais ça veut dire qu'il faut absolument adapter le niveau d'aide si vous le laissez en aide et à baisser l'aide inspiratoire. Si vous avez un malade qui fait ses alarmes de ventilation minute basse, le bon réflexe c'est de baisser l'aide inspiratoire, parce que ça veut dire que vous l'hyperventilez et son seuil de CO2 est en dessous de son seuil d'apnée. C'est possible, hein, on avait fait cette étude avec Bélène Cabello et Arnaud et Xavier pour montrer que si vous adaptez le niveau d'aide de manière correcte, et en particulier ici avec une aide inspiratoire contrôlée, vous n'avez pas ces problèmes de troubles du sommeil. Alors, le dernier point que je voudrais aborder très rapidement, c'est la ventilation non invasive. On s'était aperçu que les troubles du sommeil sont importants en ventilation non invasive et que les malades qui vont échouer la ventilation non invasive sont des malades qui ont une déprivation de sommeil et qui développent un délirium très important.
On avait trouvé également des anomalies du rythme circadien chez ces malades et des anomalies de type sommeil pathologique telles que les a décrits Xavier, et dont on pense que c'est vraiment de la déprivation de sommeil de manière majeure. Donc ça doit faire partie de nos réflexions quand on met des malades en VNI. Comment est-ce qu'on peut faire pour les aider à dormir et pas juste améliorer leur gaz du sang avec, par exemple, de la VNI intermittente qui va les réveiller tout le temps.